Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année 2024. Ça y est, l'année touche à sa fin. C'est donc le moment pour moi de vous faire un petit bilan de mes meilleures et de mes pires lectures de l'année. C'est parti! On commence par les flops, par les déceptions, etc. Comme ça on se garde le meilleur pour la fin. Bon, bien sûr, ce n'est que mon avis à chaque fois, donc peut-être que certaines lectures que j'ai aimées, vous les détesterez et inversement. Mais en tout cas, pour moi, les livres qui suivent ont été voilà, des petites déceptions et je vais vous expliquer pourquoi. Je commence avec Maman débutante de Olivia Toja, un livre que j'ai lu pendant ma grossesse dans le but de me rassurer un petit peu. Je me suis dit que le ton léger de ce livre, tout en étant documenté et documentaire, devrait bien m'aider justement pour faire mes premiers pas de maman. Le petit couac que j'ai eu avec ce livre, c'est que je l'ai lu dans une édition assez datée, 2014 je crois, et du coup il y a pas mal de contenu qui était obsolète d'un point de vue scientifique, etc. Voire même limite sur certains aspects à certains moments. Et du coup, ça l'a pas fait, forcément. Il y a plein de sujets dont on parle beaucoup aujourd'hui qui étaient totalement occultés ou alors sur lesquels il y avait seulement 2-3 lignes. Et du coup, j'ai pas tout à fait trouvé mon compte, même s'il y avait quand même des sujets intéressants qui restent universels et qui n'ont pas besoin d'être vérifiés scientifiquement, ça allait. Mais il y avait quand même pas mal de trucs qui étaient datés. Du coup, petit flop pour ce livre-là. Les déceptions qui suivent, c'est principalement des débuts de séries de manga, parce que de temps en temps, j'essaye de nouvelles séries. Je lis un tome ou deux ou trois, et parfois je continue, et parfois j'abandonne. C'est le cas notamment pour la série Terrarium, dont j'ai lu le tome 1. C'est écrit par Yuna Hirasawa. Et c'est un manga de science-fiction avec deux personnages principaux, une humaine qui est technologue et un robot qui est son frère. Ils sont plus ou moins tous les deux envoyés pour sauver l'humanité. Ils doivent accomplir quelque chose, une sorte de quête, voilà, pour sauver les humains. Et je crois qu'ils essayent de retrouver leur maman, enfin je sais plus exactement, en tout cas ça m'a pas profondément marqué. Il y a quelques petits questionnements philosophiques, notamment éthiques par rapport à notre lien éventuel le jour où peut-être les robots auront une conscience. J'ai trouvé que c'était amené d'une manière assez simpliste, pas très fouillée. J'ai trouvé que le graphisme n'était pas incroyable non plus. J'ai bien aimé par contre les quelques premières pages en couleur qui, elles, étaient très jolies. En revanche, si vous voulez une bonne lecture qui fait le lien entre humains et robots et qui pose de bonnes questions philosophiques et qui renouvelle vraiment le genre futuriste, le genre de la science-fiction sur quelque chose qui est à la fois post-apocalyptique mais qui est aussi plein d'espoir, je vous conseille la duologie de romans de Becky Chambers qui s'appelle Histoire de moines et de robots. Voilà, ça n'a rien à voir avec le manga Terrarium, c'est beaucoup mieux amené d'un point de vue philosophique et d'un point de vue construction de ce monde post-apo. Donc je vous conseille plutôt ça, ces deux romans qui sont très courts et voilà, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux fait. Donc petite déception pour Terrarium, mais je vous conseille à fond Becky Chambers. J'ai aussi tenté le premier tome de la série Tokyo Tarareba Girls de Akiko Higashimura et j'ai pas accroché. Je trouve que le dessin est plutôt sympa, les dialogues et les personnages sont assez bien campés, assez marrants, assez dynamiques, etc. C'est un trio, je crois, de jeunes femmes trentenaires, célibataires, qui, il me semble, veulent à tout prix reprendre leur vie en main, notamment leur vie amoureuse. C'est déjà un postulat de départ qui me gêne un petit peu, comme si voilà, si on est célibataire à 30 ans, notre vie est fichue. C'est peut-être aussi la vision japonaise des choses, c'est peut-être aussi la vision
un peu daté parce que c'est pas un manga qui est sorti tout récemment. Mais voilà, ça m'a un peu gênée. Et ce qui m'a gênée aussi dans ce manga, c'est que c'est publié pourtant dans une édition que j'aime bien, qui est Le Lézard Noir, si je vous dis pas de bêtises. C'est des mangas en assez grand format. Et pourtant, c'était complètement condensé au niveau des bulles, au niveau du texte. C'était une surcharge, une prolifération de texte. Alors ça colle bien avec les trois filles qui sont nos personnages principaux parce que ça blablate dans tous les sens, mais pour moi c'était trop chargé, du coup j'ai pas accroché. Autre déception, le premier tome de Sasaki et Miyano de Shu Arisono, si je relis bien mes notes. Petite déception, pourquoi? Parce que c'est un petit manga qui s'annonçait tout mignon entre deux garçons, dont un qui adore lire les mangas Boys Love et un autre qui essaye désespérément de tenter des approches mais qui est identifié comme un mec qui de base ne lirait pas trop ce genre de manga. Et petit à petit ils finissent par se rapprocher. Le truc c'est que toutes les approches que fait le gars qui découvre du coup les Boys Love paraissent clichés aux yeux de celui qui lui prête. Et du coup ça donne lieu à beaucoup de commentaires du genre « Ah là là, tu fais des trucs qui seraient dignes d'un boys love ». Le problème c'est que ça pourrait être marrant une ou deux fois, mais c'est répété et répété et répété 1 million de fois pendant tout le premier tome. J'ai l'impression que leur dialogue c'est que ça et que leurs interactions c'est que ça. Du coup ça m'a pas du tout donné envie de poursuivre et j'étais un peu déçue parce que de prime abord ça avait l'air plutôt mignon, voilà, ça avait l'air d'être quelque chose de plutôt sympa et j'ai été un peu déçue. La dernière déception, c'est les tomes 2 et 3 de Babysitters de Hari Tokeino. Disons que j'avais lu le premier tome en me disant « Oh, c'est plutôt mignon ». C'est l'histoire d'un jeune garçon et de son tout petit frère qui perdent leurs parents dans un accident d'avion, qui sont recueillis par la directrice d'une académie, et le plus âgé des deux garçons est plus ou moins embauché dans la crèche de cette académie pour garder les tout petits. Et du coup, bah voilà, il fait babysitter de petits bébés, et j'avais bien aimé au début, c'était mignon, les personnages étaient originaux, amusants, etc. Le truc c'est qu'en lisant les tomes 2 et 3, je me suis vite rendu compte qu'on tournait un peu en rond quand même. Donc ça m'a pas spécialement donné envie de continuer la série. Après honnêtement c'est pas un gros flop, c'est juste que à un moment donné j'ai besoin de nouveautés, qu'il y a je sais pas combien de tomes et que j'ai pas envie de me frapper je sais pas combien de tomes de toujours la même chose. Donc pour moi ce serait un abandon de cette série, même si le manga de base est plutôt mignon. On passe au top, les meilleures lectures que j'ai faites cette année. Et il y en a 7 dont je voudrais vous parler, donc je vais essayer d'être brève pour que vous puissiez profiter de chacun de ces avis. Le premier top, c'est pas une surprise, c'est le 5e tome de Heartstopper de Alice Oseman. Je vous rabâche que j'adore Heartstopper depuis un petit moment déjà. C'est l'histoire de deux garçons, Nick et Charlie. C'est dessiné avec beaucoup de douceur, c'est une histoire qui aborde l'identité de genre, qui aborde la sexualité, qui aborde l'homosexualité, etc., etc. C'est vraiment un super roman graphique. Ça a été adapté en série sur Netflix assez récemment, il y a déjà 2 ou 3 saisons, non 3 saisons je crois. Enfin je les ai toutes vues et revues si bien que je ne sais plus combien de saisons il y a. C'est pareil, les romans graphiques je les ai lus et relus. Et vraiment j'ai autant aimé le tome 5 que tous les autres tomes. Donc je vous le recommande très très chaleureusement. Le deuxième top c'est encore une fois la crème de la crème. C'est les tomes 3 à 5 de Hirayasumi. J'avais commencé ce manga l'année dernière en repérant ça sur la chaîne de Alex Bouquin en Prada, et merci à elle pour ce conseil de lecture. C'est un manga qui est publié chez Le Lézard Noir, encore une fois une édition que j'aime beaucoup, notamment grâce à ce manga. C'est écrit par Keigo Shinzo et franchement c'est une pépite. En fait c'est un petit manga tranche de vie qui raconte l'histoire
d'un jeune homme, de sa cousine, voilà, de leur vie tout simplement. Et en fait, j'ai pas besoin de vous en dire beaucoup plus, faut juste imaginer l'ambiance d'un manga tranche de vie hyper... je sais pas, pour moi c'est la définition de la lecture cocooning. Voilà, c'est contemplatif, c'est mignon, c'est très bien dessiné, j'ai beaucoup aimé le trait. Donc je vous conseille encore une fois ce manga qui m'a beaucoup plu. Vous le savez, cette année j'ai aussi fait des lectures en rapport avec la grossesse, la parentalité, l'éducation, et il y a eu quelques très bonnes lectures dans ce champ-là aussi, notamment les 50 règles d'or de l'éducation positive de Bénédicte Péribert. C'est un petit livre comme ça avec voilà, une cinquantaine de petites règles qui sont sur 1 ou 2 pages. Donc c'est très court à lire, très rapide, très efficace et ça pose vraiment les bases de l'éducation positive et ça montre aussi que ça n'a rien à voir avec toutes les dérives qu'on peut en faire. L'éducation positive, c'est pas laisser faire n'importe quoi aux enfants ou quoi que ce soit. C'est... voilà, rien à voir. Je vous recommande vraiment cette lecture qui peut rester dans votre bibliothèque par la suite et que vous pouvez feuilleter de temps en temps. C'est vraiment très chouette. Personnellement, je l'avais emprunté à la médiathèque et je me demande si je vais pas l'acheter juste histoire de l'avoir sous le coude pour me redonner un petit peu d'élan si un jour j'en manque, parce que vraiment c'est super bien fait, c'est super clair, concis, efficace et voilà, c'était une très très bonne lecture aussi que je vous recommande si le sujet vous intéresse. Autre série coup de cœur au niveau manga, c'est le manga Insomniac. Pareil, j'avais découvert ça les années passées sur les conseils d'Alex Bouquin en Prada. Décidément, c'est un peu ma référence, surtout au niveau des mangas. Et du coup, cette année, j'ai lu les tomes 9 à 13. Je les ai tous notés en 5 étoiles, si je vous dis pas de bêtises. Et voilà, Insomniac, c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup. C'est Makoto Ojiro qui l'écrit, qui le dessine. Et en fait, c'est l'histoire de 2 adolescents qui sont insomniaques et qui se passionnent pour l'astronomie et la photographie du ciel étoilé. C'est vraiment super bien dessiné. Pareil, c'est un peu tranche de vie, un peu cocooning. On a envie de les suivre, ces deux-là, et leur groupe de potes. Et voilà, on a envie de connaître leur histoire, de les voir évoluer ensemble, etc. Et c'est vraiment un super manga que j'aime beaucoup et que je vous conseille aussi. Autre pépite que j'ai découverte pendant mon congé maternité, il s'agit de Une enfance au nord de Marion Querc, qui est encore une fois une lecture de grossesse et slash parentalité que j'ai faite et qui m'a vraiment touchée, vraiment beaucoup intéressée et que j'ai trouvé, voilà, c'est un livre que j'ai trouvé passionnant. C'est donc Marion Querc, l'autrice qui est sociologue, qui a vécu en Suède et qui compare l'éducation suédoise à l'éducation française et qui explique qu'en France on a beaucoup de retard, notamment au niveau de ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, qu'en France on les a abolies, il y a une loi qui les interdit et qui a été votée en 2019 si je vous dis pas de bêtises, alors qu'en Suède une loi similaire est passée environ 40 ans plus tôt, si je vous dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Et du coup, elle explique que la Suède a beaucoup d'avance sur nous là-dessus et que c'est vraiment rentré dans les mœurs voilà, que en fait on ne crie pas sur un enfant, on ne tape pas un enfant, etc. etc. Voilà, je vous donne vraiment le schéma très très basique, alors qu'en France on arrive encore à dire que si il faut absolument punir les enfants pour se faire respecter, pour faire respecter notre autorité de parents, etc. Et en fait elle montre qu'en Suède ils sont allés au-delà de ça, au-delà de cette idée, et que plutôt que d'avoir un filtre de vision de l'enfant, de la méfiance comme nous on a en France, avec cette peur que l'enfant défie notre autorité, etc. Eux ils ont plutôt un filtre de vision de l'enfant, de la confiance, qui mène du coup à une culture de la relation et à des enfants qui sont éduqués non pas par la peur mais voilà par cette relation qui se tisse avec le parent ou les parents. Tandis qu'en France on a vraiment cette culture de la punition qui est basée sur cette vision de la méfiance, et du coup elle montre tous les travers que ça apporte, et elle propose en notre position le modèle suédois qu'elle a étudié. Et donc c'est vraiment super intéressant. Si le sujet vous intéresse en tant que parent,
notamment. Je vous recommande cette lecture à fond. A few moments later. Je reviens, j'étais partie voir bébé qui était en train de pleurer, mais il est avec son papa, donc tout va bien. J'en étais où? Alors, je reprends mon petit cahier. Heureusement qu'il est là parce que je n'ai plus de cerveau. Ah oui, il me restait deux super lectures à vous présenter. Il s'agit de 2 romans et c'était vraiment, vraiment des tops, dont une très bonne surprise, à savoir la trilogie du Nacro à Noël de Laura S. Wilde. Une petite comédie romantique de Noël, vraiment super sympa, très bien écrite. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a donné envie de lire d'autres livres de cette autrice-là. C'est l'histoire de Zoé et Ethan. Zoé est absolument folle dingue de Noël et Ethan est à l'inverse beaucoup plus dubitatif vis-à-vis de cette fête-là. Elle mène une entreprise qui s'appelle les Lutins de Noël, je crois. Une entreprise de déco de Noël et de fête de fin d'année. Et lui, il est journaliste et il doit faire son portrait. Et en fait, il est obligé de la suivre pour faire son papier, pour apprendre un petit peu qui elle est, quel est son quotidien, etc. etc. Et ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que au lieu de la suivre dans l'entreprise, dans ses journées de travail et tout ça, il est contraint et forcé de la suivre en vacances parce qu'en fait elle a décidé de prendre quelques jours et lui il est obligé d'écrire son article et donc voilà, il la suit et il se retrouve à Snowflakes Garden, la ville dans laquelle a grandi Zoé, chez les parents de Zoé puisque ils tiennent absolument à l'accueillir, ils ne veulent pas qu'il aille à l'hôtel et donc il se retrouve nez à nez avec cette famille qui est absolument folle dingue de Noël. Et lui qui est complètement dubitatif vis-à-vis de cette fête. Et du coup ça donne un duo assez détonnant, assez amusant. C'est un trope, c'est-à-dire un schéma qu'on voit assez souvent dans les comédies romantiques d'un personnage très solaire et un personnage beaucoup plus grognon. On appelle ça Grumpy Sunshine. Et du coup c'est très amusant. Et puis il y a le côté aussi proximité forcée qui fait partie aussi des schémas types qu'on retrouve dans les romances. Et ça marche super bien. Franchement, je vous conseille cette trilogie. Et le dernier top, la dernière super lecture de 2025 dont je voulais vous parler, c'est La vie meilleure d'Étienne Kern. C'est un roman écrit par mon ancien prof de lettres en prépa. C'est une personne absolument adorable, très douce, c'est vraiment un puits de science et de littérature et il écrit extrêmement bien avec beaucoup de sensibilité. J'avais adoré son premier roman qui s'appelle Les Envolées et j'ai adoré son deuxième roman que j'ai lu cette année qui s'appelle La vie meilleure. La vie meilleure, ça raconte l'histoire d'Émile Coué qui était pharmacien et qui petit à petit développe une méthode de bien-être et de bonheur qu'il appelle la méthode Coué. Et vraiment, c'est une plume que je vous conseille énormément. Et voilà, c'est tout du meilleur et du pire de mes lectures de l'année 2024. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente année 2025 et de faire plein de bonnes lectures cette année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Albus, viens, viens, coucou. Entre bébé qui pleure et Albus qui miaule, tu dis bonjour à la caméra? Tu dis bonjour à la caméra, viens. Regarde. Bonjour la caméra.